à tous, c'est samedi, c'est le week-end. Vous cherchez peut-être des podcasts à écouter en plus de celui-ci et c'est pour ça que je me permets de commencer par un petit rappel. Cette semaine, on a sorti 2 podcasts. Lundi, il y en avait un, on a parlé du basket français. Voilà, c'est quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Et mercredi, dans l'épisode du jeu de Fred Young est revenu avec Yacine Aoudi sur le pick and roll, donc, quand même, qui est la forme de jeu, on va dire, la plus populaire et qui est très importante aujourd'hui évidemment dans le basket moderne. Donc si vous voulez tout comprendre au pick and roll, je vous invite à écouter le dernier épisode du jeu. Nous Théo, aujourd'hui on va répondre aux questions des auditeurs. C'est ça le CQFR du samedi. Ouais, alors je vous préviens tout de suite, comme vous le découvrirez pour ceux qui écoutent le Hoop Culture demain, j'ai rien préparé, je prends les questions dans l'ordre, j'ai pas du tout eu le temps de faire un travail aussi minutieux que Shai Mamou, donc voilà, excusez-nous d'avance si jamais c'est un petit peu décousu. Je te propose malgré tout, Antoine, qu'on commence par 2 questions qui nous sont envoyées par Olivier. Et la première, Olivier nous dit, hier, donc vendredi, Théo et Antoine débattaient du classement GOAT de Jokic et Théo disait, entre guillemets, on en parle après le CQFR. Ma question est toute simple. Avant ou après un podcast, vous ne parlez que de basket à la rédac, car la passion vous anime, ou alors est-ce que vous avez besoin de souffler et de parler musique, cinéma, livre ou simplement du quotidien ? Je tiens à rectifier d'abord qu'on ne parlait pas exactement de la place de Jokic dans l'histoire de la NBA. Ce n'était pas une question sur le GOAT, parce que le GOAT, ça englobe bien plus que le plus grand. J'ai vu que c'est quand même j'en profite au passage, parce que c'est quand même un épisode qui n'a pas été pleinement compris, je pense, alors que pourtant j'avais vraiment l'impression qu'on avait été très clair, mais bon, il faut croire que nous-mêmes, on a peut-être pas été assez clair sur certains points, mais l'idée n'était pas de dire que Jokic est le GOAT. Ça, c'est tout un tout autre sujet, un débat sans fin. C'était vraiment une autre question, notamment sur le niveau de jeu et la différence, l'évolution du niveau de jeu des athlètes et des basketteurs au fur et à mesure du temps. Et donc, la logique, Jokic étant le meilleur joueur aujourd'hui, est-il finalement le meilleur joueur de l'histoire? Enfin, bref. Maintenant, pour répondre à la question de quoi on parle avant et après les podcasts, ça dépend. Parfois, on parle de basket, parfois, on parle de vous, les auditeurs, parfois, on parle c'était le cas là juste avant. Parfois, on parle de plein d'autres choses, de sujets de société, de trucs qui nous font marrer. Enfin, je sais pas, il n'y a pas vraiment de limite sur ce qu'on en parle. Non, non, c'est des... Finalement, parce qu'on se voit tous les matins pour le CQFR, mais vous savez peut-être, certains le savent peut-être, d'autres peut-être pas, mais on n'habite pas du tout à côté les uns des autres, on n'a pas de bureau, ce qui explique pourquoi on fait ces CQFR et ces podcasts, voilà, on n'en a plus, pourquoi on les fait de cette manière-là. Donc c'est vrai que parfois, c'est l'occasion de se parler de notre quotidien, que ça soit la famille, que ça soit les entraînements ou les matchs de basket ou de foot dans le cas de Shai Mamou, enfin de Shai, bref, c'est un petit peu de tout, comme quand vous retrouvez des potes et vous avez 5 minutes à perdre le temps que moi je fasse les petits réglages, on parle un petit peu de tout, mais c'est vrai que parfois c'est du basket aussi, et c'est intéressant ce que tu dis Antoine, c'est vrai que ça nous arrive aussi alors, pas de débattre, mais de parler un petit peu des commentaires que vous pouvez nous laisser, positifs, négatifs, ou les impressions, parce que parfois on se rend compte que finalement, et ça je pense que c'est vrai de la part pour tout le monde, vos avis et du moins ceux qui les manifestent, ceux qui Oui, voilà, ceux qui commentent, commentaient, ouais. parce que voilà, peuvent vraiment énormément différer des nôtres, on n'a pas les mêmes, on voit pas les choses selon le même prisme, donc voilà, ce qui est intéressant au passage d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est clair. Il avait une autre question. Olivier, il nous demande, question bonus, le diable vous maudit et vous propose 2 gages. Être habillé à vie avec les pires choix vestimentaires de Russell Westbrook ou Kyle Kuzma, ou acheter la maison de vos rêves mais avec le parquet NBA Cup des Timberwolves. Qu'est-ce que vous préférez ? Ouais, je prends quand même la maison, direct. Ça m'est égal d'avoir le parquet des Timberwolves. Ça me dérange pas. Aussi hideux soit-il, j'arriverai et puis je serai content d'avoir. Puis du coup, c'est le parquet de l'appart ou c'est le parquet? J'ai quand même un terrain de basket dans ma maison de mes rêves parce que moi, j'aimerais bien, comme Aaron Gordon, avoir ma salle chez moi. Euh, Je ça me crois que c'est le plairait. seul Donc, de ta maison là. C'est le seul de ouais, ta bon, maison si je comprends bien la question. ouais, bah, écoute, je ferai avec. Bah, écoute, Je mettrai ouais, des comme toi. tapis. Voilà, exactement. Comme toi. Allez, on enchaîne avec des questions de Seba de Belgique qui nous dit: bonjour la team, ne pensez-vous pas que une des grandes questions de la future free agency a déjà trouvé sa réponse? Je veux parler de la situation d'Austin Reeves aux Lakers. N'a-t-il pas déjà prouvé après ce début de saison qu'il était devenu un joueur essentiel pour les Lakers? Il a passé un cap, il est capable de performer aux côtés de Luka et de former un backcourt exceptionnel. Du coup, la question de son nouveau contrat ne devrait-elle pas être plus simple pour Pelinka?
Les Lakers lui offriraient un beau contrat, sans parler de max, et miseraient sur le duo Luka-Reeves en ajoutant une troisième star pour remplacer LeBron. N'est-ce pas la meilleure chose à faire pour les Lakers? Je pense que la question, elle est déjà réglée, effectivement. Je pense il va prolonger. Je ne suis pas sûr qu'il y avait nécessairement du suspense. Il y aurait pu en avoir si Reeves n'avait pas passé le cap. Ou si Reeves se plante complètement à partir de maintenant. Là, il y aurait pu avoir une discussion sur est-ce qu'on veut vraiment le garder, sachant que d'autres équipes auraient pu se dire, OK, il n'a pas été très bon, mais on pense qu'il a du potentiel, on peut le payer plus cher que ce qu'il a montré cette saison. Là, il va avoir le contrat qu'il veut avoir, peut-être même qu'il aura le max. Je pense qu'ils vont se mettre d'accord, qu'ils vont s'arranger, parce que là maintenant, avec le CBA, tu signes un peu moins des max, à moins d'être la superstar de ton équipe, mais il va avoir un très très beau contrat. Et quant à LeBron, est-ce que le mieux, c'est de garder la place sous le cap et de signer un troisième joueur? Alors, je me souviens plus qui est free agent l'an prochain, pour être honnête, parmi les grosses Il y en a stars. pas Est-ce que mal, hein, même il il me y a un semble. free agent? Ouais. Il me Parce qu'il y semble en a, que... généralement, Ouais, ils signent des extensions, quoi. Je vais regarder ouais. ça en te laissant la parole, mais LeBron, je regarde juste, oui, il a plus d'options à 52 millions. En fait, on ne sait pas ce qu'il va faire, LeBron. On ne sait même pas s'il va annoncer sa retraite. Il y a encore un monde où il annonce sa retraite. C'est pas du tout à exclure, hein, que LeBron, moi, je continue de le dire, c'est pas du tout à exclure que LeBron, All-Star Game à Los Angeles, tu vois, au moins, il n'a pas plombé toute la saison régulière. Il reste qu'une dernière ligne droite. C'est plus vraiment un celebration tour. On va savoir. Peut-être que Il y ce a, il sera y a- l'an prochain, sa dernière, je sais pas. Mais bon, vas-y, pardon, Théo. il y a pas Anthony Davis qui sera potentiellement free agent l'été prochain? Et non, même pas, hein. Les Non, je Mavs sont plaisante. partis pour 69 millions, hein, je sais. Je plaisante, je plaisante. Non, mais oui, je pense effectivement. Euh, la question est réglée. En fait, ce qui est très bien pour Los Angeles, c'est qu'il a réglé clairement la question Austin Reeves. Euh, l'idée, ça va être de le garder. La question, ça va être à combien, en fait. C'est quand même ça. La question, ça va être ça. Son précédent contrat, il n'était pas allé chercher forcément ce qu'il y avait de plus, ce qui aurait pu être le plus rémunérateur. On s'était dit qu'il avait pris un très bon contrat, enfin qui était intéressant pour les Lakers. Là, non, c'est le contrat du payday là, donc il va aller chercher un gros salaire. Je pense pas non plus que ça montera jusqu'au max. L'avantage pour les Lakers, c'est que là où les Lakers s'en sortent très bien, c'est que finalement le contrat, l'extension que eux ont fait signer à Luka Doncic, elle est bien inférieure à ce que Luka Doncic aurait pu signer s'il était resté dans sa première franchise, s'il avait encore été à Dallas. Donc finalement, d'une certaine manière, si t'es les Lakers, en plus, tu peux te dire que t'as Luka au rabais entre guillemets sur ce contrat-là, puisque tu lui as offert le maximum que tu pouvais lui offrir, mais qui n'était pas le maximum que dans l'absolu il aurait pu demander. Donc je pense que de toute façon, Los Angeles est bien paré pour la suite. Ça marche, hein, de toute façon, Luka, Austin Reeves, ça marche. On sait que si tu as des playmakers qui coexistent bien, tu les lâches pas en fait. Surtout à ce niveau-là, qui peuvent créer pour les autres, créer pour eux. Donc effectivement, je pense que c'est assez simple pour Pelinka. Et je serais quand même surpris de voir Austin Reeves comment dire, je serais surpris de le voir partir. Il faudrait vraiment que le gap, en fait, la différence d'argent soit énorme, je pense, pour qu'il parte. J'ai l'impression qu'il est vraiment bien intégré dans cette équipe. Il s'entend super bien avec Luka. Et j'ai l'impression que même les Lakers, clairement, le mettent en avant comme l'un des leurs. Voilà, un joueur Lakers. Ça me fait penser au fait qu'il y avait justement des auditeurs qui disaient, après, quand on défendait enfin, quand justement on cassait ce trade en disant, mais vous voyez pas, Reeves, il en a marre de jouer avec Luka Doncic, etc. Bref, allez, j'ai regardé un peu la liste des free agents. Ouais. Je te propose. Ouais, j'ai une question pour toi. Il y en a, mais en fait, il n'y a plus trop de super. Les meilleurs joueurs de la ligue ne deviennent pas free agents. Donc là, il y a Trae Young potentiellement. C'est pas sûr. Il a une option joueur. Il peut y avoir Trae Young, il peut y avoir Zach LaVine. À mon avis, il va le prendre, hein. Il a 49 millions. Zach LaVine, il ne va pas renoncer. Il y a James Harden qui a 42 millions. Même lui, s'il renonce, c'est peut-être pour signer un contrat un poil plus long. Mais bon, tu as Trae Young éventuellement, CJ McCollum, Chris Middleton. Tu vois, d'un coup, on descend, hein. Kristaps Porzingis, Isaiah Hartenstein, qui a une option équipe, donc je pense qu'ils vont le prendre, le Thunder. Andrew Wiggins, Tobias Harris, on n'est pas vraiment sur de la star. Est-ce que si tu es les Lakers, c'est que LeBron n'est plus là, que ce soit parce qu'il part ou parce qu'il signe ailleurs, parce qu'il y a retraite, peu importe. Est-ce que tu es plutôt, on garde le cap, on remplit, on attend un autre free agent, sachant que, comme j'ai dit, les superstars, elles sont plus free agent. Est-ce que on remplit avec un gros nom, genre, je sais pas, peu importe lequel de cette liste plaît, on le signe pour le prix fort, ou est-ce que, bah tiens, à la place de prendre, on garde juste Luka et Reeves en 2 stars et on signe 3 mecs à 15 ou 17 millions, ou 3 mecs à 20 millions,
mais qui ont vraiment du sens dans l'équipe autour de Luka et Reeves? Alors, ça va faire le mec qui botte en touche. Je pense que c'est un peu des deux, en fait. C'est-à-dire que tu prends un nom qui est intéressant, tu mets des mecs autour qui pourront être packagés avec ce nom-là si à un moment tu veux faire venir une star. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas de cette manière-là, même si les Lakers sont l'exception qui confirme la règle. S'il y a une équipe qui peut se dire sur un gros été, on va faire signer le plus gros free agent qui sera pour nous, c'est certainement les Lakers. Par contre, ce que tu notes, c'est extrêmement vrai. C'est plus comme ça que ça marche. Mais je pense que tu te dis, bon voilà, on va prendre des joueurs qui vont être complémentaires de nos stars, mais par contre, il faudrait quand même, dans l'idéal, qu'il y ait un des noms qui soit suffisamment attractif pour pouvoir justement nous permettre potentiellement, si besoin, à un moment de le packager dans un trade. Ce que j'aurais dit. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Antoine? Ouais, le problème, c'est que qui est ce gars en question? Ça, c'est une autre question. Et puis, ça dépend vachement de LeBron. Alors, évidemment, je t'ai pas donné cette donnée. Mais si LeBron n'est plus là, oui. Si LeBron n'est plus là, je cherche pas à signer un gros. Je prends pas un mec comme Trae Young, CJ McCollum, tout ça. Mais du coup, je suis pas sûr qu'il y ait ce mec dont tu parles, tu vois, de Hmm. potentiel. Ok, on signe, mais c'est un gars qu'on peut. Si peut-être en faire ni Simmons. Enfin, mais tu sais, c'est des mecs que les Lakers ils vont pas signer. Puis au final, ils commencent à avoir un certain âge. Simmons, il a plus. Simons, du coup, pardon. Simons, il a Ouais. plus. Tu vois, il a plus 22 ans. C'est pas comme si ça va être un vrai trade asset à ce stade de sa carrière. S'ils en trouvent un, effectivement, il faudrait que je remonte, que je descende plus bas dans la liste. S'il y a un mec qui est suffisamment fort pour être considéré comme un trade asset, j'irai dans ton sens. Hmm. Et sinon, je serais sur une construction avec des role players vraiment très très bien adaptés pour jouer avec Luka et Austin Reeves. Voilà, je ferai comme ça. En attendant qu'il y ait Ouais. une prochaine star disponible. Andrew Wiggins fait un très bon début de saison au passage. Je le note comme ça. Ouais, je le prendrai pas. Tu vois, Ah oui? Non, je le prendrai pas. Ça dépend à quel prix. Il serait très bien par contre avec les Ben, deux. Ça dépend à quel prix en fait. Je pense il pourrait être meilleur que Rui Hachimura parce que plus expérimenté, tu vois. Mais moi j'ai du mal avec Andrew Wiggins. Je suis très perplexe sur ce joueur et son mais sur... envie. Ok. Bah, c'est pas l'impression qu'il me donne, en tout cas, sur ce début de saison, mais après, voilà. Je peux comprendre. Par contre, je pense pas que ça sera un joueur qui sera forcément si cher que ça non plus, en fait. Et c'est vraiment, pour le coup, dans cette classe Oui, de par contre, c'est role-player vrai. et de mecs qui ont quand même connu des gros moments et qui ont prouvé qu'ils pouvaient s'adapter à des styles de jeu différents, moi, je le trouve extrêmement intéressant. Alors, c'est pas les mêmes joueurs, mais tu vois, la dernière fois, on parlait d'Harrison Barnes. Je trouve qu'ils sont un petit peu dans ce modèle-là, tous les deux. Et je parle pas de star, hein, ni pour l'un ni pour l'autre. Ouais, ouais. Allez, on enchaîne avec une question qui nous est envoyée par Camille, qui nous dit: on parle tout le temps d'identité et de culture des franchises ou c'est un mythe? Pensez-vous qu'il y a un lien entre l'identité et la culture d'une franchise et ses résultats? Par exemple, les Pistons, pour moi, c'est les Bad Boys 2.0 avec lesquels j'ai grandi, et pareil dans les années 90, c'était les barbelés avant tout. L'équipe actuelle n'est pas aussi monstrueuse en défense que ses aînés, mais je les assimile à cet aspect du jeu, le fait que j'imagine très bien Thompson, Stewart, Duren dans le roster d'une des deux équipes de légende doit forcément jouer. Pareil pour les Rockets, leur seul titre avec les Twin Towers. Cette année, ils ont une identité d'équipe où si tu n'as pas des go-go gadgets au bras et si tu fais pas 2,07 m minimum, tu joues pas. Ça marche aussi pour les équipes nulles. J'ai toujours assimilé les Kings au ventre mou et équipes dysfonctionnelles, notamment toute la période des Marcus Cousins, et ça ne change pas. Roster à l'envers, ça joue mal et c'est anachronique. Et vous, pensez-vous qu'il y a un lien entre résultats, identité d'une franchise et style de jeu, ou c'est plus des coïncidences et du storytelling? Parce que les équipes qui veulent gagner ont de toute façon les mêmes ingrédients de base, une superstar, une équipe bien construite, de la cohésion, une défense en place, etc. C'est une question difficile. C'est une très bonne question. Mm. Je suis pas sûr d'avoir vraiment une réponse, moi. Moi, je pense que c'est un peu de tout à la fois. C'est un peu vrai, c'est un peu faux, c'est un peu romancé, c'est un peu. Ce qui est certain, c'est que la manière dont ton organisation est gérée joue sur tes résultats. Ça, c'est évident. Ça part d'en haut. Donc, une organisation bien gérée, elle va bien fonctionner. Le Thunder, les Spurs, le Heat, elle va bien fonctionner dans le temps. Et des fois, on va peut-être assimiler un petit peu bien fonctionner avec culture. Tu vois, parce que là, les Pistons, ouais, ils défendent depuis un an. Tu vois, je veux dire, est-ce qu'on peut dire que
Puis si les Pistons ils pouvaient gagner autrement, ils gagneraient autrement en fait. Et si c'est pas une très grande attaque, parce qu'il n'y a qu'un seul joueur qui est très fort en attaque. Donc pour gagner des matchs, ils ont besoin de défendre dur. Mais c'est par contre effectivement tout à leur honneur d'être dans cet esprit de dureté qui doit forcément plaire à la fanbase. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, si tu prends sur les 15 dernières années, tu dis que les Pistons, il y a une culture, tu vois. Là, il y en a peut-être une qui est en train de se construire, tu vois, mais il faudrait que ça dure dans le temps pour que vraiment on voit, il faudrait que ça soit bien géré dans le temps pour qu'on reparle de culture. Parce que Brooklyn aussi a eu une culture avant l'arrivée de Kevin Durant et Kyrie Irving. Pendant 2-3 ans, il y a une culture, tu vois. Puis après, ça part en vrille. Donc, je pense que c'est sur la durée. Miami, OKC, San Antonio, c'est des trucs qui durent depuis tellement longtemps. Tu peux assimiler ça. Pareil pour Houston, c'est intéressant, mais est-ce que vraiment je ferais un pas. Enfin, est-ce que je me dirais que c'est la marque de fabrique de cette franchise, sachant qu'il y a eu un très long gap entre la paire Olajuwon Sampson et, euh, et celle de maintenant? Bon, je sais pas. Je pense que tu as tout dit en parlant de la direction. Ça vient vraiment de ça, en fait. Ce qu'on retrouve, en fait, dans toutes les équipes que tu cites, ce sont des équipes qui sont extrêmement stables, où les gens restent longtemps, où la plupart du temps, on voit jamais leur propriétaire. Honnêtement, encore une fois, hein, le propriétaire des Spurs, s'il venait déposer des tracts dans ma boîte aux lettres, je ne reconnaîtrais pas que c'est lui, quoi. Mickey Harrison, bon, je vois la tête qu'il a parce que je suis allé regarder. Mais c'est des franchises qui fonctionnent bien, dans lesquelles comment dire, les décisionnaires restent longtemps, et du coup, c'est eux qui impulsent finalement cette culture qu'on retrouve. Donc ça, oui. Après, il y a des équipes, finalement, regarde, Chicago, c'est un très bon exemple. Ils ont été l'équipe la plus dominatrice des années 90. Et à part le sursaut avec Derrick Rose, c'est une équipe qui est moyenne au mieux. Et ça me fait mal au cœur de le dire depuis, en fait. Tu vois, je peux pas dire que les Bulls, il y a une culture finalement de la gang. La culture de la gang, ça a été le règne de Michael Jordan. Ça s'est arrêté, grosso modo, ça s'est arrêté avec lui. Ce qui est intéressant, c'est malgré tout, tu vois, dans le cas d'Houston, c'est une équipe qui a misé sur Yao aussi. Il y a quand même un côté un petit peu historique, je pense, dans cette Les équipe, dans le fait pivots, d'avoir des big men. Il y a mm. eu Yao, il y a eu, dans un autre registre, il y a eu Luis Scola. Bon, voilà, je dis pas que ça définit tout, mais il y a quand même, je pense, un attachement de la même manière qu'à Détroit, on s'attache au fait que ça défende dur, ce qu'on peut retrouver aussi à New York. Ça fait un petit peu partie de la. Je sais pas si c'est de la culture, mais du folklore local. C'est plutôt comme ça que je le dirais. Oui, de Et je trucs pense que qui du plaisent coup, aux fans, quoi. Pardon, c'est ce que excuse-moi, Théo, ouais. vas-y. Non, mais c'est ce Ouais. que j'allais dire, c'est que du coup, tu mobilises plus facilement une fanbase Mm. quand tu leur rappelles un petit peu une époque dorée où ça fonctionnait et tu dis, ah, mais ça c'est notre basket, tu vois, comme le Detroit Basketball. J'ai pas fait gaffe si se sont remis à le scander dans la salle, mais ça aurait beaucoup de sens en fait de le faire avec cette équipe actuelle. Parce que les Knicks, par exemple, je me permets, mais juste les Ouais. Knicks qui réussissent depuis ces dernières années, c'est pas une bonne défense, en fait. Enfin, c'est marrant, comme tu vois, la perception, c'est pas du tout une équipe qui est axée sur la défense pour gagner ses matchs, tu vois. Elle joue dur, ça plaît aux fans, mais c'est pas une équipe défensive, tu vois. Oui, mais c'est une équipe qui défend quand même beaucoup mieux qu'elle ne l'a fait depuis l'époque des, Ouais, des Knicks des années ouais, 90. Tu vois, c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi le. Quand tu compares avec l'époque où c'était Amar'e Stoudemire, Carmelo Anthony, etc., même s'ils ont fait des résultats, ça défendait pas du tout, du tout. Tu vois, enfin, je Mm. pense qu'il y a aussi ça dans l'idée. Et tu as raison, je pense qu'il y a aussi l'amalgame entre jouer dur et défendre dur, Et c'est pas défendre forcément dur, la ouais. même Ouais. chose. Ouais. Mais tu as tout à fait raison de le souligner. Allez, une question qui nous est envoyée par Arnaud, pardon. Vous avez parfois évoqué le phénomène dans vos émissions, mais j'ai l'impression que le phénomène des Nepo Babies en NBA et plus généralement dans l'écosystème s'accélère. La vidéo Legacy de Jordan avec le fils de Carmelo Anthony m'a achevé. Est-ce juste un ressenti ou une réalité? Avez-vous une explication? Qu'est-ce que ça vous inspire sur l'évolution du jeu dans les années à venir? Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais donc du coup, quelqu'un nous avait donné la stat. Alors, on en a deux différentes. Quelqu'un en com nous avait dit qu'il y a un athlète sur deux aujourd'hui qui vient, qui est fils de lui-même athlète professionnel. Moi, je le citais, c'est Gabriel Panteljouve quand j'étais en Lettonie, qui m'a dit que c'était 60% des athlètes. Donc lui, il était un peu plus qu'un sur deux. Donc il y a plein de joueurs qu'on soupçonne pas. J'avais été marqué quand une fois, je suis sur la fiche basketball référence de Luc Cornet et de voir qu'en fait son père il a joué en NBA, tu vois. C'est des trucs auxquels tu le sais pas et du coup oui, imaginons qu'il y a un joueur sur deux, alors pourquoi euh, en fait je ne saurais pas exactement l'expliquer. Je pense que enfin si tu as une part de génétique. Si ton père, ta mère était athlète pro, c'est que tu as quand même des gènes athlétiques a priori forts qui peuvent se transmettre. Il y a le fait que tu es bercé dedans depuis le début.
t'as des parents qui en plus ont a priori une bonne condition de vie, donc tu es mis toi-même dans des bonnes conditions pour te développer, tu es très vite dans le milieu, tu as des accès, tu as des contacts. Je pense pas même pas que ce soit forcément qu'une histoire de piston. Il y a une histoire de piston évidemment, mais c'est surtout que tu vas avoir accès à beaucoup plus de choses. À 12 ans, théoriquement, tu peux avoir accès à, je sais pas, à des préparateurs physiques ou à des choses comme ça parce que ton père, il connaît un préparateur physique et si tu es père d'un gamin qui a une chance d'aller en NBA, bah bien sûr que je vais me renseigner. Si mon fils il a une chance, si j'ai moi-même dans mes contacts un préparateur physique, un coach, je vais dire ouais, qu'est-ce qu'il peut faire, comment tu vois, tu te mets sachant que le père ou la mère elle-même est passée par là, donc connaît aussi des choses. Tu as tout qui est fait, on va dire, pour que tu aies une porte d'entrée plus facile. Donc c'est comme ça que j'expliquerais le truc, moi. Ouais, je pense que tu as raison. Il y a aussi le fait, mais c'est complémentaire de ce que tu viens de dire, ne serait-ce que sur l'hygiène de vie, le fait aussi d'avoir grandi dans un environnement qui est forcément moins dur que celui qui était l'environnement qui était celui des parents en fait parfois de la première génération qui pouvaient certains sortir de milieux très très durs. Tout ça, ça te garantit rien, mais ça te donne effectivement certainement une manière plus ça te donne un confort, on va dire. Pour autant, ça garantira toujours pas le succès au très haut niveau parce qu'il y a aussi le revers de la médaille. Tu as plus de pression, forcément. Il y a Ouais. aussi. T'as plus de. C'est un type de pression qui est différent. Tu sais, c'est comme l'expression, ce que disait Alan Iverson. Tu sais, il disait, ouais, la pression, c'est pas avoir l'eau courante chez soi ou pas savoir si tu vas pouvoir manger ou trouver des médicaments pour ta petite sœur. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que pour certains athlètes qui viennent de milieux extrêmement défavorisés, ça a été une vraie pression enfin une énorme pression qui les a poussés à se surpasser et à briller au plus haut niveau. Quand tu as vécu comment dire, avec un certain confort et avec l'idée que tu n'avais pas forcément besoin d'exister par ce moyen-là pour pouvoir te sentir être quelqu'un, bah, tu as peut-être moins cette motivation-là et en même temps, tu as plus de pression médiatique parce que tu es le fils d'eux. On va toujours le rappeler systématiquement. On va dire, voilà, bah, lui, c'est le fils d'un tel, donc on va comparer au même âge, il faisait ci, il faisait ça. Finalement, Bronny en est le bon exemple en fait. Tu as le côté népotisme où on est tous, je pense, d'accord effectivement pour se dire que si c'était appelé, je sais pas moi, Bronny McPherson, il aurait certainement pas été drafté dans ces conditions-là. Et en même temps, tout ce qu'il fait est toujours disséqué avec beaucoup plus aussi de précision et de dureté que si c'était appelé Bobby McPherson. C'est ce que disait Lavar Ball sur bah, les fils des. Enfin, de toute façon, c'est prouvé à l'échelle les fils des plus grandes superstars de ce monde, des plus grands athlètes de ce monde. Ça crée une pression pour. C'est rare que. Tu vois, par exemple, Stephen Curry, bien sûr, il est le fils d'un joueur NBA, mais il n'est pas le fils d'une superstar NBA, quoi. C'est plus simple de faire mieux que son père dans ce sens-là que si tu es le fils de LeBron James. Tu vois, devenir plus grand que ton père, c'est du jamais vu, ce qu'avait dit Lavar Ball. Et c'est vrai, tu prends à l'échelle, je sais pas, les fils Zidane, tout ce que tu veux. Donc, tu as des fils d'eux qui vont plus haut que leur père par moment. Tu as des fils d'eux qui arrivent à aller haut malgré le fait que leur père a été très fort. Mais quand on parle de l'élite, c'est vraiment qu'on comprenne la nuance, là, qu'on parle vraiment des mecs qui sont très, 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 très haut placés dans leur classement. Bah, voilà, les fils de Michael Jordan, tu vois, au final, ils n'ont jamais été en NBA. Les fils de LeBron, Bryce, qui était annoncé un temps comme le plus fort, au final, il joue pas du tout à la fac. Hein, il n'a pas du tout de temps de jeu. Il va peut-être devoir transférer. C'est pas dit du tout qu'il arrive en NBA un jour. Bronny, il est là parce qu'il y a eu une forme de népotisme. Enfin bref, tu prends les plus grandes. Tu vois, je suis pas sûr que le fils de Stephen Curry, par exemple, un jour, il fasse une très très grande carrière. On verra. Mais ça représente une pression aussi quand tu es le fils de quelqu'un qui est une icône absolue, quoi. Parce que ces joueurs-là, en fait, c'est pour ça qu'on parle de licorne, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà du travail qu'ils ont mené pour travailler, enfin pour progresser, il y a cette notion bah, qui est hyper injuste, en fait, mais qui est le talent, en fait. Le surplus de talent, ça existe dans la musique, ça existe dans le cinéma, ça existe partout. C'est ce truc où tu sais pas d'où ça vient, mais ceux qui l'ont, ils l'ont et tu le vois tout de suite. Et c'est ça qui en a fait des très grands joueurs. Il faudrait que la foudre elle tombe deux fois au même endroit pour que le fils d'un des plus Hmm. grands joueurs de l'histoire soit à son tour l'un des plus grands de l'histoire. Tu vois, Ouais, la c'est- probabilité est extrêmement faible. voilà, Ouais, ça fait trop. Par contre, effectivement, tu l'avais noté assez tôt, Antoine, il y a effectivement de plus en plus de,
Voilà, à tous les niveaux. On voit chez les fans de basket universitaire féminin, là, Sarah Strong, là, qui est en train de tout cartonner avec Hucken. Bah, c'est la fille de Danny Strong et d'Alison Pfister, un joueur américain et une joueuse américaine qui ont longtemps joué dans le championnat de France. Donc voilà, les fils d'eux et les filles d'eux sont partout. Il y en a d'autres. On parle de Zachary. D'ailleurs, il y a Zachary Zaché, mais il y a sa sœur aussi. Sa Voilà, sœur, bien sûr. voilà, il y a Tournebise, la fille d'Isabelle Fiakowski, qui est aussi parmi les le plus gros potentiel féminin français. Donc oui, on n'a pas fini avec ça. Allez, une question qui nous a envoyée par Elouane. Bonjour, je sors de votre podcast du jeudi. Je voulais revenir sur la faute flagrante qu'a pris Rudy sur Hartenstein le 26 novembre. Avec le replay, on voit clairement le flopping du joueur allemand. Selon vous, le flopping ne devrait-il pas être plus puni dans mon idée d'une faute technique, car dans ce cas-là, Rudy était mis en tort pour sa deuxième antisportive. Sinon, j'adore votre travail. Continuez comme ça, vous rythmez mes trajets entre la fac et chez moi. Belle continuation. C'est vrai que moi, j'avais vu que la première vidéo et j'avais l'impression qu'il nous mettait une tarte. Mais c'est vrai qu'après, quand tu regardes au ralenti, tu vois que non, les mains effleurent Hartenstein. De manière globale, oui, le flopping, décidément, devrait être plus sanctionné. En fait, le flopping ridicule, je m'écarte du cas d'Hartenstein. Hein. Le truc, tu sais, les trucs que pouvaient faire Marcus Smart et Chris Paul à une époque, ça, moi, j'ai jamais capté. C'est tellement pas dans mon caractère que je capte pas. Ça m'échappe complètement, tu vois. Ouais. Oui, bah, c'est pas de notre sport, hein, c'est le football qu'on fait ça, il paraît, non? C'est pas au basket. Bref, un petit tacle glissé. Et deux références football Ouais, en deux une références phrase. football en une Voilà, phrase. c'est beau. Ça, c'est beau. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça avait l'air cool. Mais ouais, sur le flopping, en fait, je trouve qu'on demande trop de choses aux arbitres globalement, a fortiori en NBA. Ouais, Je faut pas continue de tout militer voir. pour qu'on arrête avec les 3 secondes en défense, qu'on les laisse se concentrer sur des choses plus importantes. Faute technique pour flopping, oui. Moi, je serais pour qu'on laisse jouer, en fait. Que dans le doute, si t'es pas sûr, laisse jouer, quoi. Tu vois, finalement, si t'es en train de te rouler par terre pendant que le mec, il continue son chemin et va mettre un panier, bah, c'est tes coéquipiers qui vont te gueuler dessus. Je sais pas s'il y a besoin de revenir. Par contre, limite à la rigueur, peut-être plutôt que les fautes techniques, parce que c'est encore arrêter le jeu une fois de plus, tu vois. Je serais peut-être plutôt plus pour qu'on puisse revenir. Mais ce qui est dur, c'est de quantifier, en fait. Tu vois, si un fait avéré de flopping, ce dont tu parlais, là, où un mec se roule par terre, ou les phases de LeBron qui restent au sol pendant 10 minutes et qui, au bout d'un moment, il écarte les doigts comme ça pour voir si s'il peut se relever. Ça, tu vois, des amendes. Une fois le match terminé, les mecs regardent la vidéo et disent non, mais là, c'est vraiment. Il a essayé de tromper les arbitres. C'est anti-sportif au sens propre. C'est pas dans Ouais, dans l'esprit du l'esprit, sport. ouais. On te met une amende. Pourquoi pas, au moins, ça heurte pas le rythme du jeu, quoi. Mais bon, après, les amendes, c'est des montants dérisoires à leur échelle, tu vois. Mais bon, peut-être qu'à force de répétition, effectivement. Ouais. Bon. Il y a pas vraiment de solution. D'autant que, en plus, je suis un peu partagé parce que, tu vois, par exemple, il y a un tas de passages en force où si tu regardes vraiment, le joueur tombe pas à cause de la rudesse du contact. Tu vois, Ouais, il il se se laisse jette, hein. tomber. Ouais, il se laisse tomber. Il est Ouais. là où il faut et il tombe au moment de l'impact. Est-ce que c'est du flopping ou est-ce que c'en est pas en fait? Il y a un contact. Effectivement, l'adversaire est rentre dans Ouais. son cylindre, mais pour autant, c'est pas ça qui explique qu'il tombe. Ouais. Tu vois, Et s'il tombe pas, la faute est pas sifflée en plus. voilà, donc tu vois, il y a toujours cette zone grise qui est compliquée et en même temps, dans l'état actuel des choses, bah tu dis, bah oui, c'est bonne action défensive. Le joueur, il a mis son corps là où il fallait, il s'est arrêté, il est immobile, il y a un contact, il se laisse tomber pour montrer aux arbitres qu'il y a faute. C'est une bonne action défensive. Est-ce que c'est du flopping? Tu vois, c'est pas si simple ces questions-là. C'est pour ça que moi, je serais pour qu'on lâche un peu la grappe aux arbitres et qu'on leur laisse un peu plus parfois qu'on fasse un peu plus confiance à leur capacité d'interprétation au très haut niveau. Je précise, au très haut niveau. Allez, une question qui nous est envoyée par Anthony du 07. Bonjour Shai, Théo et Antoine, on passera le bonjour à Shai de ta part, Anthony. Les années passent et de plus en plus de joueurs dont j'ai vu leur draft avant les années 2010 annoncent leur retraite. C'est le cas de Chris Paul qui a annoncé qu'il s'agissait
qu'il s'agissait de sa dernière année en NBA après 21 ans dans la ligue. Le numéro 4 de la draft de 2005 a marqué de son empreinte la ligue au sein de projets plus ou moins ambitieux, Hornets, Rockets ou encore Clippers, mais au final sans bague et seulement une petite finale NBA avec les Suns. À l'image d'un meneur un peu à l'ancienne, avec une excellente vision du jeu et un très bon passeur, un leader et qui possède un caractère bien forgé qui fait de lui un joueur assez clivant. Selon vous, quelle sera sa place dans l'histoire de la NBA? Que retenez-vous du joueur? Quelle franchise va retirer son maillot? Sa place dans l'histoire de la NBA. Je pense que c'est quand même l'un des meilleurs meneurs de tous les temps. Alors, après, son absence de palmarès fait qu'avec le temps, on va l'oublier. Tu sais, on oublie même les meilleurs, en fait. Il n'y a que les plus grands, des plus grands, des plus grands qui restent. Et je pense que Chris Paul, au bout d'un moment, dans 30 ans, ceux qui l'auront jamais vu jouer, bon, ben, il y a vraiment certains historiens du jeu, ceux qui aiment bien se plonger dans les années passées. Mais sinon, une partie enfin voilà, suffit que tu as entre-temps, ou même dans 50 ans, peut-être 30 ans, c'était trop léger, peut-être dans 50 ans, une fois que tu auras quelques meneurs qui seront forgés un sacré palmarès, il va descendre, surtout qu'avec les stats, si le rythme du jeu, on continue comme ça, les 3 points, etc. On va regarder les stats de Chris Paul, ils vont voir, ok, il était à 18 points de moyenne sur sa carrière, tu vois, il risque de descendre un peu comme Duncan, tu vois. Pourtant, était peut-être le meilleur joueur de sa génération. Donc, mais il sera quand même évidemment Hall of Famer, parmi les meilleurs joueurs à son poste. Et pour maillot retiré, je pense que les Clippers, c'est sûr. Et, et peut-être juste les Clippers, en fait. Les Hornets, les Hornets, ils n'existent plus. Les Hornets pour lesquels il a joué. Donc, sinon, je t'aurais dit les Hornets. Mais c'est une franchise qui littéralement, c'est les Pelicans. Les Pelicans, ils vont pas retirer, ils vont pas mettre un maillot des Pelicans avec écrit Chris Paul dans le dos. Donc c'est il y a même un truc bizarre parce qu'il a joué pour les Oklahoma City Hornets quand ils sont. Donc il a marqué la ville de l'Oklahoma sur 2 passages différents. Aux Hornets, je pense qu'il est là sur les Oklahoma City Hornets. Je Oh, crois. il y est, il y est. Il y est. Si, Donc si. tu vois, il est là. Et après, il a joué pour le Thunder, qui était là, un peu le début avec Shea où il est mentor. Mais pareil, c'est pas assez. Et puis déjà, ça représente la ville, c'est pas tant vraiment que la franchise. Donc je pense qu'il y a qu'aux Clippers. Je sais pas ce que tu en penses. Les Clippers, enfin, Ouais, sûr. Ouais. moi, ils devraient, quoi. C'est, franchement, et Ouais, ça a quand même été l'ère la plus glorieuse de leur histoire, peut-être. Donc oui, les Clippers, ils devraient. Alors les Hornets, on en vient à ce truc, moi, qui me rend fou, en fait, des franchises qui, aujourd'hui, portent pas le nom enfin, des équipes qui portent pas le nom des franchises de l'époque. Mais honnêtement, ça serait mérité, en fait. Ça, quand même, ils ont fait un très beau run avec lui. C'est eux qui l'avaient drafté. Euh, La logique voudrait que son maillot soit retiré par l'équipe qui l'a drafté, mais la complexité que tu montres, c'est exactement ça. Est-ce que dans la salle des New Orleans Pelicans, tu peux mettre un maillot Charlotte Hornets avec Chris Paul marqué dessus? Tu sais, c'est trop bizarre. Et pourtant, ça serait justifié. Pour le joueur, je pense aussi que c'est l'un des plus grands meneurs, c'est l'un des meilleurs, je vais dire comme ça, c'est l'un des meilleurs meneurs de l'histoire. On parle tout le temps de la longévité de LeBron James, celle de Chris Paul est ahurissante. Il n'y a pas un joueur de sa taille qui a jamais réussi à être aussi bon aussi longtemps. Et ça, on en parle peu. Alors oui, il a été handicapé par les blessures, mais il est petit, Chris Paul, quoi. Les joueurs de sa taille, normalement, sortis de leur prime, la chute jusqu'à lui, elle était dramatique, en fait. Ça allait très vite, en fait, quand tu sortais de ton prime. Et ça, je pense que ça mérite le respect. C'est un compétiteur acharné, l'un des joueurs les plus intelligents, je pense, moi, que j'ai pu voir jouer sur le terrain. Et c'est dans notre MOOC numéro 10, là, celui sur les playmakers, tu avais fait un très beau portrait de lui, Antoine. Je trouve dans lequel tu avais bien disséqué à quel point cette qualité hors norme qui était la sienne, son QI, Ouais, c'était aussi son. sa capacité à réfléchir, l'a certainement aussi sorti de pas mal de situations, enfin, a aussi été son plus gros défaut parfois, parce que à trop réfléchir tout le temps, à vouloir tirer le maximum de chaque possession, ben ça t'aide, mais ça peut aussi te pénaliser. Et je trouve que t'avais bien mis le doigt sur quelque chose. Et juste à titre personnel, moi j'ai fait des allers-retours en fait avec Chris Paul. C'est-à-dire qu'au début, au moment de sa draft, je préférais Deron Williams, dont on parlait beaucoup moins. Que je trouvais, voilà, j'adorais la maturité de Deron Williams, le jeu du Jazz à cette époque-là me plaisait bien. Ensuite, l'ascension de Chris Paul, elle était indiscutable en fait. Le niveau qu'il atteint à la fin avec les Hornets, là, je sais plus, il y a une saison où il doit finir deuxième ou troisième du vote pour le MVP, je sais plus précisément. Il est extraordinaire ce qu'il a fait avec les Clippers, ça reste son prime.
Et en même temps, avec les Clippers, c'est une équipe que j'ai beaucoup aimé, hein. Quand même, le Lob City, entre guillemets, du début. Ils étaient insupportables à voir jouer par la suite, à se plaindre tous, les J.J. Redick, les Blake Griffin, tous à pleurer du matin au soir. Donc ça me l'a rendu détestable. Quand il est parti au Thunder, je pensais que c'était la fin de sa carrière, moi. Ce qu'il a fait au Moi Thunder, aussi. c'est incroyable. Shea l'a dit à plusieurs reprises, hein, qu'il lui devait beaucoup d'ailleurs dans sa progression. Et moi, j'ai adoré la finale. Je pense qu'on est. C'est vraiment unpopular opinion, mais moi, j'ai adoré la finale Suns-Bucks. Je l'avais trouvé vraiment cool, en fait, de voir ces deux équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, et à ce niveau-là de la compétition. Et donc là, donc moi, j'ai fait les allers-retours comme ça entre les moments où je trouvais insupportable et les moments où je trouvais vraiment super. C'est un joueur qui est clivant. C'était un grand joueur, malgré tout, je pense. J'ai fait ultra long sur Chris Paul, donc laisse tomber. J'ai fait plus long que ton papier dans le micro. Allez, question de Raph qui nous dit tout d'abord merci pour la qualité et la quantité de vos podcasts qui sont vraiment top. Tennisman, je n'en connais pas d'équivalent sur la balle jaune et en tant que rookie de 41 piges, attiré vers le basket par Wemby, comme quoi c'est un vrai phénomène, cela m'aide beaucoup à me forger une petite culture basket. Ma question, la surprise de ce début de saison n'est-elle pas de constater que la conférence Est est finalement plus disputée que l'Ouest? La différence de niveau entre les deux conférences mises à part, on trouve 5-6 franchises out dans la course au playoff à l'Ouest, avec Portland à la 9e place qui peut remonter, mais un top 6 très solide. À l'Est, je trouve le niveau plus homogène, on ne compte que 4 équipes de bas de classement qui paraissent définitivement out, mais Milwaukee 11e, les Sixers 10e, les Bulls 9e et Boston 8e ont des atouts pour remonter et se faire une place en playoff. Entre la 5e et la 11e place, cela paraît bien plus disputé. Merci pour votre éclairage et d'avoir pris ma question. Oui, si, il a raison. C'est plus disputé à l'Est sur la. Même peut-être. On peut même commencer avant. Peut-être même de 2 voire même tout de 1 à 11. On est assez tôt dans la saison, je pense, pour qu'on dise ça, même si on est assez convaincu qu'il y a certaines équipes qui sont déjà bien parties pour finir dans le top 4. Je dirais que c'est effectivement plus disputé, qu'il y a une petite déception sur l'habituel. La conférence Ouest est habituellement très forte jusqu'à la 12e, 13e place. Et là, au-delà des 8 premières places de l'Ouest, c'est effectivement plus compliqué. Il y a des équipes qui déçoivent un peu. Il y a eu des absents aussi. En fait, il y a des crashs qu'on n'avait pas vu venir aussi vite. Le crash des Mavs, les Clippers qui se trouvent, les Warriors qui déçoivent un peu, les Grizzlies, on pouvait s'y attendre, mais ça reste un peu décevant. Il y a des absents. Les Trailblazers, il n'y a pas l'évolution espérée. Il y a des absents. Les Kings sont plus mauvais que ce qu'on le pensait. Donc effectivement, la conférence Ouest sur ça devient un petit peu moins intéressante sur cette course. Après, cela dit, les courses au sein d'une même conférence dépendent finalement du niveau de ta conférence. Et l'Est, c'est souvent homogène, l'Est, en fait. Mais parce que c'est homogène, parce que c'est d'ordinaire homogène dans le faible. Là, la comparaison est moins, je pense, est moins, comment dire, me semble plus correcte entre les deux conférences. On sent qu'il y a un espèce d'équilibre, en tout cas au moins au milieu du tableau. Tu vois, j'ai pas l'impression que les Bucks soient moins forts que certaines équipes de l'Ouest. Maintenant, si tu me demandes une série entre les Bucks et les Warriors, bon, après, les Bucks jouent sans Yanis, c'est peut-être pas très parlant. Tu vois, mais j'aurais quand même tendance à dire les Non, faut que Warriors, tu le tu vois. comptes avec. Ouais, mais si Compte je le le. compte avec, il est pas 11e. Ils sont pas 11e, Ah tu oui, vois. oui. Mais Oui. par exemple, si je prends le 10e, les Sixers, qui jouent contre le 10e, les Grizzlies, je pense effectivement que Philly, tu vois, a plus à pâlir. Alors qu'à une époque, tu pouvais aller jusqu'au 13e à l'ouest et dire, ouais, bah, ils sont meilleurs que le 6e de l'Est. Là, cette année, ça me semble effectivement un peu moins vrai, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est comme toi, en fait. Je trouve que le milieu de classement de l'Est s'est densifié, en fait. Mais que, par contre, les meilleures équipes de l'Est se sont pas vraiment renforcées. C'est-à-dire que, C'est en ça. fait, tu prends la tête, je pense qu'on est tous d'accord, tu prends la tête de la conférence Ouest, les 4 équipes, elles me semblent quasiment, enfin, tout C'est les dépend 4 combien tu meilleures en équipes mets. de la ligue. Ouais. Voilà, c'est ça. Après, ça leur garantirait pas de gagner à coup sûr contre une équipe des Cavs enfin, contre les meilleures équipes de l'Est en pleine forme, mais ça me semble quand même plus fort. Par contre, effectivement, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est le bas de tableau de l'Ouest qui est catastrophique et qui est d'autant plus catastrophique que c'est pas des équipes qui avaient prévu de l'être en fait. Enfin, Mm. du moins pas toutes. Utah, je les mets à part, mais si tu dis Pelicans, si tu prends les Mavs, Ouais. si tu prends les Clippers, c'est des équipes qui n'ont pas d'intérêt à pas performer cette saison quoi et qui n'avaient pas prévu de le faire donc effectivement je trouve qu'il y a un équilibre malgré tout les deux conférences sont pas tout à fait le c'est pas les mêmes raisons c'est ce que tu as expliqué en fait Antoine je pense. Euh,
Allez, on enchaîne avec une autre question. Tac, tac, tac. Quelqu'un nous Allez, avait, je au la prends. passage, juste j'y pense, Ouais. quelqu'un nous avait soufflé un bon podcast tennis parce qu'on nous a demandé une fois dans un CQFR du samedi si on connaissait des bons podcasts tennis. Alors nous, on n'en savait rien, mais des gens l'avaient mis en commentaire. Donc voilà, si je le dis pour notre auditeur qui a posé la question. Je me souviens évidemment plus dans quel podcast, mais peut-être que ces gens auront la gentillesse de remettre les podcasts en question. Allez, une question qui nous est envoyée par Anthony. Qui nous dit deuxième question d'Anthony du 07, j'avais pas vu moi, c'est les soldes là, c'est Black Friday, donc c'est 2 pour le prix d'un. Bonjour Chat et Théo et Antoine, dimanche matin 5h, je me surprends à rester scotché devant ma télé à regarder le Grand Prix de Formule 1, totalement hypnotisé par les commentaires du présentateur. Ainsi Julien Febro semble avant tout nous transmettre sa passion pour nous faire vivre la Formule 1, alors même que les courses ne sont pas toujours passionnantes, il mêle expertise, voix envoûtante et aussi émotion. J'en arrive à ma question. Pour vous, tous sports confondus, toute nationalité confondue et toute génération confondue, quel est votre top 3 des commentateurs ? Commentateurs et pas consultants. Merci à vous. Pour vous aussi qui nous transmettez vos expertises et votre passion pour la balle orange. Ah, c'est dur, je sais pas, parce que j'aime bien Mike Breen. Parce que du coup, on peut pas compter Jeff Van Gundy, parce que j'adore Jeff Van Gundy, mais du coup, il est consultant, alors il compte pas, il rentre pas commentateur. J'aime bien Mike Breen, il Breen. est dedans aussi pour moi. Ouais, Breen, il est dedans. Je trouve que Margoton est toujours très bon, mais je regarde pas assez, en fait. Je regarde plus assez le foot pour vraiment juger, mais je sais que notamment à l'époque de Canal, j'ai toujours trouvé Margoton très bon. C'est dur, je sais pas. Hein. Je sais pas trop, moi, je me focalise pas. En fait, je sais quand un mec m'agace, mais c'est pas forcément quand il est bon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Mais après, il y en a plein des bons. Hein. Je trouve que la plupart sont bons, en fait. Moi, je mettrais... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, de ceux que j'écoute, j'ai dit, j'en écoute pas beaucoup, tu vois. Du coup, je vais considérer que Georges Eddy était consultant et pas commentateur. Parce que je vais pas le mettre dans la discussion. Par contre, je vais mettre David Cosette. Moi qui m'a fait vibrer sur l'Euroleague, sur les compétitions équipe de France. Je trouve vraiment excellent. Mike Breen, j'aurais mis direct. Je reste... Enfin, voilà. Mike Breen et Jeff Van Gundy, ils peuvent commenter du curling. Je me lève pour regarder, quoi. C'est un de mes duos préférés. Moi, je vais sortir. Il y a un moment où j'ai arrêté, mais il y a un moment où je suivais un petit peu le MMA. Et le commentateur John Anik, qui commente l'UFC, je le trouve excellent aussi. Hyper dynamique, il te fait passionné et en même temps il essaie vraiment, en fait il savait extrêmement bien se servir de ses consultants pour les mettre en valeur eux. Donc ouais, j'aurais mis ça. Mike Breen, David Cosette, John Anik, c'est peut-être ceux-là, mais après il y en a plein des très bons, hein. Franchement c'est vrai que tu vois, pareil, Jacques Monclar, je le compte comme consultant, je le mets pas comme c'est pas des commentateur. Je pense que tu en penses, ouais. Non, pareil. Il y en a un autre quand même sur la NBA. J'essaie de te retrouver vite fait, voir si j'arrive à trouver. C'est celui qui commente notamment souvent les Nets. Ouais, c'est ça, parce que j'allais te dire, moi, finalement, les seuls commentaires aujourd'hui que j'écoute réellement un petit peu, c'est finalement sur la NBA et c'est les broadcasts locaux. Donc, il y en a plein, je me souviens même plus qui commente, quoi. Mais lui, il est aussi sur... bien sûr, je vais pas retrouver. Je suis pas bon pour ça. Tac, je regarde. Si, Yann Eagle. Yann Eagle, il s'appelle. Si, j'en cite deux comme. Yann Eagle, je pense. Ouais, tu vois. Que je trouve vraiment très bon. Il est aussi sur les. Il est pas que sur la télé. Pas que sur la chaîne des Nets. Il fait aussi souvent les matchs nationaux. Et l'autre. Ça fait. J'ai un vrai problème avec les noms maintenant. Je retiens de moins en moins bien les noms. C'est dur de vieillir. C'est un commentateur qui commente aussi il commente la NBA et la WNBA. C'est Ryan Ruocco. Voilà, Ryan Ruocco, je le trouve aussi très très bon, que ça soit sur du basket masculin ou féminin. Je trouve toujours très bon. Du coup, on n'a pas fait un top 3, hein. Désolé. Oui, effectivement, voilà. Pardon. On a donné... c'est moi, hein, on était à 3 et puis j'ai continué à en rajouter. Donc c'est entièrement ma faute.
Allez, une question qui nous est envoyée par Guillaume. Salut l'équipe. Petite question concernant les Wizards et les Warriors. Que pensez-vous d'un échange Kuminga-Hield contre CJ McCollum? Ça m'embête de voir CJ dans cette triste équipe de Washington. Je pense qu'il pourrait apporter beaucoup plus aux Warriors et Kuminga pourrait avoir un gros temps de jeu chez les Wizards. Toujours un plaisir de vous écouter. À bientôt. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Cela dit, est-ce que McCollum, il justifie que tu perdes 2 joueurs de rotation? Tu vois, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il y ait d'autres trucs, en fait. Ça peut pas être juste... tu peux pas juste récupérer McCollum si tu lâches Kuminga et Hield. Je trouve que c'est trop pour McCollum. Il n'est pas assez fort pour que tu justifies le trade, quoi. Et même si cela dit, quand je vois des fois les rumeurs qu'il y a sur Kuminga, c'est pour récupérer Malik Monk, tu vois, c'est des trucs où tu te dis, bah... Enfin, dans ce cas-là, garde Kuminga, quoi. Je sais pas, mais Monk est bon. C'est pas vis-à-vis de Monk, c'est juste essayer de choper un plus gros deal, quoi. Et juste pour les Wizards, paradoxalement, ça me gênerait un peu de venir mettre Kuminga dans les pattes de mon gars Keyshawn George. Leur meilleur joueur, c'est Keyshawn George. Non, mais j'ai décrété, on doit être. Il doit pas y avoir déjà, il n'y a pas beaucoup de fans des Wizards, donc il n'y a pas beaucoup de fans de Keyshawn George, à mon avis. Donc voilà, les Canadiens, Suisses. 2 pays dont les gens n'ont rien à faire. donc, je pense pas qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui aiment autant Keyshawn George que moi sur cette planète, ok? Je tiens à le dire. Un peu de respect, mettez du respect s'il sur vous mon plaît. email. J'ai le pull Canada. Je suis le seul mec qui, sur son Google, dans mon historique Google de recherche, il y a maillot Keyshawn George. Et même en anglais, Keyshawn George Jersey. Donc je pense vraiment pas qu'il y ait beaucoup de monde qui peuvent rivaliser avec moi là-dessus. Non, mais j'aimerais pas qu'on vienne lui foutre un autre ailier dans les potes, là. C'est bon. Pas la peine. Les meilleurs en plus. Je comprends l'idée du trade. Et effectivement, McCollum est un meilleur joueur que Buddy Hield. Ça, je pense que c'est indiscutable. Mais comme toi, en fait, je pense quand même à l'âge qu'il a, en plus, McCollum, est-ce que c'est une bonne idée finalement de transformer 2 contrats en un seul contrat, 2 joueurs en un seul joueur, comme toi, en fait je comprends d'autant que l'idée, c'était de sortir McCollum de la situation de Washington. Mais je suis pas sûr que ça vaille le coup vraiment pour les Warriors. Et les Wizards ont déjà plein de joueurs en plus, tu vois. Donc, limite, tu leur rajoutes un casse-tête supplémentaire avec ce que tu dis. Et là, je pense qu'ils sont quand même dans l'évaluation des talents qu'ils ont. L'objectif, c'est pas d'être bon maintenant. Donc, je suis malheureusement pas sûr que ça marche. Et finalement, McCollum, je pense qu'il fait ce pourquoi les Wizards l'ont fait venir, en fait. Non, bah ouais, il y a des matchs, il va mettre 40 points. Il y en a d'autres, il va faire jouer les jeunes. Il va encadrer, c'est un super pro, on le sait. Donc c'est parfait d'avoir un... Ils ont pas pris n'importe qui. Franchement, les Wizards ont un sale bilan. Mais je pense que, tu vois, un peu comme quand Cade Cunningham disait on est meilleur que le 2-24, là, qui était leur bilan de l'époque, ou 2-26. Je pense que les Wizards sont un peu plus forts que ce que leur bilan l'indique. Ils ont pas de... Par contre, ils n'ont pas Cade Cunningham. Ça, c'est la différence. C'est que Détroit, même quand ils étaient mauvais, tu savais que Cade Cunningham, ok, c'est un All-Star en puissance. Il n'y a pas de All-Star Celui qui est peut-être le plus à même de devenir All-Star, c'est peut-être Alex Sarr, tu vois. Mais c'est pas une superstar de cette ligue, je pense, Alex Sarr, tu vois. Attention, par contre, vraiment super joueur. Hein. Gros, avec une base Sarr, Keyshawn George, ils vont encore drafter haut, ça va être intéressant. Mais tu vois, je trouve qu'ils ont pris les bons vétérans, ils ont des jeunes intéressants. Je pense que ça se construit plutôt bien à Washington. Vraiment, malgré le bilan qui est exécrable, je pense qu'il y a une mise en place qui me semble un peu... Enfin, exécrable, c'est pas du tout l'adjectif, pardon. Malgré le bilan qui est catastrophique, exécrable, c'est autre chose. Non, Ça marche aussi dans ce contexte. Ça marchait. Ouais. Je pense que Washington se construit plutôt bien. Je vais te dire, moi, de toute façon, une fois qu'ils ont réussi à dealer le contrat de Bradley Beal, je parle même pas du joueur Bradley Beal, je parle de son contrat, ça pouvait être que mieux. Donc, ça, c'est déjà tellement dingue que ils sont bons pour 10 ans tranquille à se dire, ouais, mais regardez, on a réussi à changer le contrat qu'on avait fait signer à Bradley Beal, lâchez-nous la grappe, quoi. En récupérant des pics dans l'affaire, il faut préciser. Non, ça c'est magnifique. Allez, question. Bonjour l'équipe, je m'appelle Michael. Avec ma chérie Mélanie, on vous a découvert il y a quelques mois après le titre de OKC. Depuis, on ne rate quasiment aucune de vos vidéos. On adore ce que vous proposez ainsi que vos personnalités respectives. Merci de nous proposer quotidiennement un contenu de qualité. Merci déjà pour les compliments et c'est cool d'écouter. Écoutez le CQFR en couple, c'est bon pour une vie heureuse à la maison. Attends, je suis obligé de dire quelque chose. Pour ceux qui se souviennent de la late session,
il y a quand même un mec qui a passé une soirée très heureuse grâce au MOOC. Et C'est vrai. ça c'est pas toute la presse qui peut se targuer de dire ça. Je tiens à le dire quand même. Et ça, c'est quand même un sacré exploit. Dans notre liste, dans notre bucket list, la Rivers, de ce qu'on a accompli, eh ben, c'est dedans. Sachez-le. Exact. Voilà. Pardon, Théo. Non, non, Reverse Basket Station, c'est que de l'amour. Donc voilà, continuez d'écouter, c'est bon pour votre karma émotionnel. Après ces remerciements d'usage, j'en viens à ma question. Est-ce que Rudy Gobert ne serait pas la bonne pioche défensive pour les Lakers qui pourrait les amener au titre cette année? Je ne sais pas si c'est réaliste en termes de trade, mais vous avez un expert dans l'équipe avec Antoine. Perso, j'ai l'impression que Rudy n'est pas ou plus épanoui aux Wolves, et même les autres joueurs ont toujours du mal à l'impliquer offensivement. J'ai conscience de ses réelles limites en attaque, mais sans ballon, ça reste compliqué de marquer. Tout ça pour avoir votre avis sur un potentiel trade de Rudy aux Lakers. Merci d'avance pour votre réponse. Je pense qu'au niveau du profil, c'est effectivement parfait. Sans doute même plus que DeAndre Ayton sur le profil de joueur. Par contre, justement, je pense que les Timberwolves, ils n'ont pas envie de l'envoyer aux Lakers, quoi. S'ils devaient s'en séparer, ce serait vraiment, je pense, dans une logique presque de OK, pendant 1 ou 2 ans, on fait un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. J'ai l'impression que si Minnesota trade Gobert plutôt que Julius Randle, par exemple, ça serait un coup à se dire on fait un pas en arrière, on fera 2 pas en avant plus tard. Voilà, cette logique-là. Mais sinon, dans l'esprit, oui. Après, c'est dur c'est super dur à mettre en place. C'est gentil de m'avoir qualifié d'expert, mais ouais, tu sais, faudrait Hachimura, Gabe Vincent, Dalton Connect. T'es, t'es un peu prêt au contrat de Gobert. Est-ce que tu veux lâcher Hachimura? Enfin, de toute façon, tu as Ayton. Donc, non. Donc, OK, tu le fais avec DeAndre Ayton. Donc, tu fais Ayton, Hachimura, Gabe Vincent. Tu perds C'est trois compliqué, joueurs, hein. quoi. Ouais, tu perds Il est trois costaud, hein, le joueurs. contrat de Rudy, hein. Ouais, 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 c'est ça. Et puis, il a 35 ans, Rudy. En fait, là, les Lakers, c'est pour ça que j'ai parlé que du profil de joueur pour Ayton, parce que par contre, Ayton, il est sur l'âge de Luka et d'Austin Reeves, quoi. C'est la même Hmm. génération, les mecs s'entendent bien. Voilà. Je pense que c'est compliqué. Mais dans le profil, oui. Dans le profil, on est dans ce qu'il faudrait aux Lakers, ouais. Mais effectivement, comme toi, je pense que c'est trop cher, je pense que c'est trop tard parce qu'effectivement, bon, on va pas revenir encore une fois sur le trait de Luka pour Anthony Davis, mais on sait quand même que sur les grands, passé la trentaine, c'est rarement le meilleur qui est à venir. Tu vois, passer ce cap-là. Physiquement, tu veux Rudy, dire, là. Ouais. oui, physiquement, Ouais. mais du coup, enfin, c'est vrai de tous les postes, tu vois, tous les postes, tes qualités physiques, enfin, comment dire, rejaillissent sur ton rendement sur le terrain, mais sur les grands, et quand ton job c'est de protéger le cercle et de faire des allers-retours entre la ligne à 3 points et venir dissuader au cercle, c'est avant tout quand même tes qualités athlétiques qui te permettent de faire ça. Donc je trouverais ça compliqué, je pense, pour les Lakers. Par contre, ça me ferait marrer de voir Rudy Gobert jouer avec Luka Doncic. Ça, je peux te dire, Ah oui, c'est rien vrai. que pour ça, rien que pour ça, je serais pour. Pas mal. Allez, je te propose qu'on termine sur une dernière question qui nous est envoyée Allez, par Philippe de Toulouse. ok. Antoine qui nous dit: Je vous remercie de m'accompagner quotidiennement et encore bravo pour votre travail à tous. Une pensée toute particulière à Théo, avec qui je me sens connecté pour penser à un monde multiculturel et progressiste pour mes enfants, ses enfants et pour ses enfants et mes enfants métis. De Toulouse, je participe au débat qui consiste à se demander pourquoi nous ne voyons pas le plein talent en équipe de France de joueurs qui brillent autant en club. Devant les performances en Euroleague de nos Français, je me pose la même question. Est-ce que c'est un problème du sélectionneur ou des joueurs ou un peu des deux? Merci de me glisser si le cœur vous en dit. Cordialement, Philippe. Vous êtes des wokistes. Oui, c'est clair. Là, merci Philippe. Maintenant, je vais encore plus me faire traiter de... Si, je te le dis quand même, je te le dis. Souvent, les commentaires négatifs les commentaires positifs, ça fait toujours plaisir. Les commentaires négatifs m'atteignent pas toujours. Mais je me suis quand même fait... Donc, traiter, c'était une insulte. Hein, tiens à le préciser dans la Oui, bouche de je la sais que personne qui tu a mis l'as. ce commentaire. De Bobo bobo parisien. ouais. Bobo intramuros hors Intramuros sol. hors sol. Voilà, Bobo intramuros hors sol. Ce qui m'a fait beaucoup sourire, beaucoup sourire. C'est là aussi qu'on voit à quel point finalement, bah, forcément, quand vous
vous nous écoutez, nous on vous lit, on se crée un lien de... On a l'impression de se connaître les uns les autres, on se connaît pas tant que ça. Mais voilà, le bobo intramuros, Là, je vous le dis ça pas. m'a beaucoup, beaucoup Théo fait a rire. dit qu'il a beaucoup souri, mais c'est le sourire quand tu fermes ton poing. Est-ce qu'il y a quand même que dans la rédaction, il y avait que un Parisien intramuros et il vivait dans le 19e en plus pour le coup. Il y a que des banlieusards, tu vois. Mais bref, pardon. Voilà, pas trop d'infos personnelles. De toute façon, il ne vit plus dans le 19e et puis c'est grand le 19e. Vous ne retrouvez pas sa trace. Vous le retrouvez, Exactement. il a pris le maquis maintenant. Et il va vous trouver même avant vous. C'est une mauvaise idée. Pour le coup, c'est le plus dangereux de la rédac. Mais bref. Pardon, trêve. Pardon, la question c'était sur l'équipe de France. Mm. Pourquoi? Tiens, c'est une bonne question. C'est vrai, je me suis posé pas tout à fait la même question, mais tu sais, Francisco, il vient de sortir 2 très gros matchs en Euroleague. Et je m'étais dit, est-ce qu'on arriverait? Je ne l'ai pas posé comme ça. Moi, dans ma tête, c'était un espèce de. Je me souviens plus exactement, mais en gros, est-ce qu'on arriverait à le faire jouer pareil en équipe de France? Après, il y a plus de niveaux aussi. En fait, arriver en sélection, c'est terrible, mais une fois qu'il y a tous les joueurs NBA et que les meilleurs joueurs d'Euroleague, je ne veux pas que ça sonne comme une insulte, alors qu'au contraire, je voulais que ce soit un compliment. Mais forcément, Francisco ne va pas mettre 33 points à chaque fois contre chaque équipe nationale, quoi, tu vois. Parce qu'il y a une densité différente. Et puis même au sein même de ton équipe, il y a une densité différente. Si tu es l'équipe de France, tu veux que ce soit Wembanyama qui prenne 20 tirs ou Francisco qui prenne 20 tirs, tu vois. Il y a une logique comme ça aussi. Mais par contre, c'est vrai, cela dit, pour aller dans le sens de Philippe, c'est vrai que des fois, tu vois certaines perfs et tu te dis, surtout sur la dernière compète, on n'aurait pas pu faire. Enfin, comment ça se fait que Malédon et Francisco, qui ont été des MVP en puissance pendant quelques moments de la saison Euroleague, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu un meilleur. Tu vois, et j'accuse personne, ni eux, ni le staff, ni quoi que ce soit. C'est vraiment une question ouverte de tiens, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à avoir des mecs un peu plus un leader offensif? Il a manqué vachement un leader offensif sur cette dernière campagne. Et tu dis, Malédon, il était quand même à un moment l'un des meilleurs joueurs d'Euroleague. Francisco, pareil, ça fait un moment maintenant, que ce soit même au Bayern et là maintenant à Kaunas. Et c'est vrai qu'il n'y avait personne pour tenir la baraque, quoi. Ouais, encore, je trouve que Sylvain Francisco a fait quand même plutôt une bonne campagne vu le contexte. C'est Ouais. Théo Malédon, par contre, il est passé à côté. Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi simple que ça finalement. Tu disais. Non, il est passé à côté complet, ouais, bien sûr. Oui, il est complètement passé à côté. Je sais pas si. Alors, est-ce qu'il faut y chercher des raisons particulières? Est-ce que c'est le rôle dans lequel il était mis, ou est-ce que tout simplement, tout bêtement, il est passé à côté? On ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont il a pu rebondir. Il a fait des belles perfs cette saison avec le Real, donc pour l'avenir, c'est bien. Je pense que de toute façon, cette campagne, faut pas. Tu sais, en fait, au début, on était très raisonnable, je trouve, dans la manière dont on l'envisageait. On disait, de toute façon, c'est une transition, il manque plein de joueurs, c'est un nouveau sélectionneur. Les résultats, bah oui, on veut faire des résultats, mais finalement, c'est pas le plus important. Et comme toujours avec l'équipe nationale, tu sais, c'est tellement. Ouais, tu finis On se par sent tellement t'emballer. investi. Voilà, et que tu finis en disant, limite, tu pourrais dire, il y avait rien de bon à garder. Je pense qu'il y avait plein de choses intéressantes, plein de bonnes choses malgré tout, et que voilà, faut accepter que c'est une transition. Et c'est intéressant par contre de voir, quand je vois la saison que fait Luau Cabarro avec Baskonia en termes de scoring, quand tu vois ce dont tu parlais, Sylvain Francisco qui continue de faire halluciner, j'en profite, elle a un petit plug là, mais c'était notre rédacteur en chef exceptionnel sur le numéro Small, le numéro 15 de Rivers, dans lequel on se posait la question de savoir s'il restait encore de la place pour les joueurs de petite taille entre guillemets dans le basket. Il le prouve en fait. Moi, le parcours de Sylvain, je le trouve dingue en fait. C'est un mec sur qui personne voulait miser à cause de sa taille. Et alors, le parallèle va être marrant parce que c'est un peu comme Rudy Gobert en fait. À chaque fois, on lui dit non, mais lui, le plafond, il est là. Et à chaque fois, il éclate le plafond. On lui dit non, le plafond, il est là. Et il éclate le plafond. Au bout du compte, on a un qui va se retrouver au Hall of Fame, quoi qu'il arrive. N'en déplaise à ceux qui ne s'appelaient pas, il y sera. Et de l'autre côté, tu as Sylvain Francisco qui prouve que voilà, sur la plus grande scène internationale, ça peut être un joueur d'impact. Donc voilà, je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps. Ce que je trouve déplorable, c'est ces fenêtres de qualification de match, tu vois, pour les compétitions, là. Je les trouve absurdes, vraiment. Parce qu'en plus, alors, si on veut voir du bon côté, ça permet d'évaluer des joueurs.
dans une certaine mesure. Là, il y a des joueurs qui vont porter le maillot de l'équipe de France, qui l'ont porté. Vous nous écoutez samedi, donc vendredi, qui l'ont porté et qui le reporteront encore dans le week-end. Sans savoir s'ils le reporteront pour la compétition, s'ils arrivent à qualifier l'équipe de France pour la prochaine compétition, ils ne sont pas sûrs du tout d'être gardés. Donc ça permet quand même de les évaluer, mais ça ne te permet pas vraiment de créer quoi que ce soit. Quels enseignements vraiment, à part de l'évaluation de joueurs, tu vois, quels enseignements tu vas pouvoir retirer si tu es Frédéric Fautoux de ce que tu as mis? Pas grand-chose en fait. Donc il faut être patient, je pense. Moi, je suis confiant pour l'avenir de la sélection. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine. Ouais, pareil, je suis très confiant. Voilà, on a un réservoir, on a un sélectionneur qui, je trouve, a des idées, voilà, est-ce que ça marchera avec lui, est-ce que ça marchera avec un autre, je sais pas, mais on verra. Mais j'ai plutôt un bon feeling sur Freddy Fautoux dans l'ensemble. Lui aussi a besoin d'apprendre et oui, ça va être intéressant de voir ce que donne la suite, mais je suis plutôt comme toi, plutôt optimiste. Ouais, d'autant que moi, je me souviens encore suffisamment des époques où c'était le bourbier, les campagnes de l'équipe de France, où il n'y avait pas de continuité, où c'était parfois des déceptions après déceptions, pour savourer à sa juste mesure le fait que maintenant, on soit systématiquement parmi les favoris. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours le niveau pour être champion, mais on fait toujours partie des contenders. Voilà, par le passé, c'était loin d'être le cas. C'était la surprise, en fait. Quand on va aligner Wembanyama, Sarr et Rizaché ensemble sur le terrain, c'est pas grave si on met 40 points. Les autres, ils vont en mettre Bilal. 35. Ouais, et Bilal, et d'autres. tu peux, et d'autres, et j'ai l'impression que Wembanyama et Sarr, en plus, vont vraiment former il y a un potentiel pour former un truc avec ces deux-là qui est effrayant. Défensivement, défensivement, sur le potentiel, défensivement, je sais pas. Il n'y a pas de 3 secondes dans la défense, dans la raquette. Au monde, en fait, défensivement, sur le potentiel. Et là, je prends toutes les équipes du monde. Bien sûr, Team USA peut te mettre un 5 flippant. Je dis pas le contraire. Mais défensivement, le potentiel est flippant. Il est super pour nous. Il est hyper rassurant, mais c'est pour ça que je suis confiant. Il y a trop de talent. Je pense qu'il y a trop de talent pour qu'on repasse par une période de vraiment un temps faible où on réenchaîne des compétitions qui suivent sans qu'on puisse rien viser. Je pense qu'il y a trop de talent aujourd'hui. Ouais, il y a des compètes où on va sortir en quart, d'autres on va perdre en finale, va savoir. Mais dans l'ensemble, l'équipe de France fait partie du top 4 européens a priori à coup sûr et du top 5-6 mondial, tu vois. Oui, 6, parce qu'il faut que tu rajoutes Canada, États-Unis. Sur chaque compète, il y aura quand même quelque chose vraiment d'intéressant à jouer. Ouais, c'est clair. Allez, je te propose qu'on s'arrête là, Antoine. Encore une fois, merci pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Il y en avait un paquet. On n'hésitera pas à faire une autre salve peut-être en semaine quand on aura retrouvé Shai. En plus, on pourra avoir ses avis, histoire de poser toutes les questions que vous nous avez envoyées. Et oui, tout à fait, très, très bonne idée, bien vu Théo. Donc, allez, surveillez ça la semaine prochaine ou celle d'après. Demain, le Hoop Culture. Je vous rappelle aussi, comme je le disais, le jeu, c'est sorti mercredi sur les Pick and Roll. Lundi, on avait justement parlé du basket français. Donc, si vous voulez nous entendre encore plus parler de basket français, c'est le podcast de lundi dernier. Et on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR, comme d'habitude. Ciao à tous. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.